Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on ouvre cette édition avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré aux déserts médicaux en Ile-de-France. Hier et aujourd'hui, la proposition de loi portée par le député Guillaume Garot est discutée à l'Assemblée nationale. Elle vise une mise en place de l'installation régulée. Si 1510 élus locaux appellent à voter le texte pour enrayer les déserts médicaux, de nombreux médecins et membres du personnel soignant se sont mis en grève, et ce depuis le 28 avril. Pour s'opposer à cette réforme. Alors quel est l'état d'urgence en Ile-de-France? Quels sont les besoins les plus pesants, les plus urgents? Que changerait la mise en place de cette installation régulée? Eh bien, on en parle évidemment dans l'émission avec nos invités. De la culture comme tous les jours, et aujourd'hui on vous parle des mémoires d'Adrien. C'est au Poche Montparnasse, une immersion dans l'âme d'un empereur et un très joli clin d'œil à la plume de Marguerite Yourcenar. En art de vivre, le guide des montres vintage, c'est bien sûr signé Judicaël Direl. 97% de l'Île-de-France est considérée comme un désert médical. C'est ce qu'a déclaré la secrétaire générale adjointe des professionnels de santé, Natacha Regensberg de Andrijs. Je vous propose qu'on l'écoute. Elle s'est exprimée sur le sujet le 2 octobre 2024. Un désert médical, c'est un endroit où on a du mal à voir un médecin, que ce soit parce qu'il n'y en a pas tout simplement géographiquement, que ce soit parce que les délais d'attente sont trop longs, que ce soit parce que on n'arrive pas à avoir de médecin traitant. Donc c'est quelque chose qui a une définition un peu complète, je dirais, et qui touche maintenant l'ensemble en effet de l'Île-de-France, puisque 97% de l'Île-de-France est considéré comme un désert médical, avec des disparités, bien entendu, suivant les endroits. Il y a des endroits où on a plus par exemple de spécialistes ou plus de généralistes, mais c'est quelque chose quand même de très très global. Des départements plus touchés que d'autres, par exemple, on pense à la Seine-Saint-Denis ou la Seine-et-Marne? Absolument, mais il faut savoir que par exemple, dans ces départements de banlieue, on va avoir par exemple beaucoup plus de mal à trouver un spécialiste, on va avoir plus de spécialistes à Paris, mais moins de généralistes. Donc les choses malheureusement s'équilibrent. Et la situation continue à s'aggraver. C'est vrai qu'il est de plus en plus difficile d'avoir un rendez-vous. À Paris et en Ile-de-France, les délais s'allongent. Les parlementaires planchaient aujourd'hui encore sur la proposition de cette loi de Guillaume Garot visant à mettre en place l'installation régulée des professionnels de santé. On va en parler avec nos invités. Sophie Bauer, vous êtes présidente du syndicat des médecins libéraux. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Julien Chambon, maître Renaissance de Houille, c'est dans le 78. 97% du territoire francilien est un désert médical. C'est vrai que ça paraît assez inimaginable. On se dit que désert médical, ça rime avec des faibles bassins de population. Ça n'a absolument rien à voir. Justement, à quoi est-ce qu'on reconnaît un désert médical? C'est quoi les caractéristiques principales? Alors les caractéristiques principales, c'est éventuellement effectivement le délai pour obtenir une consultation, que ce soit une consultation de médecin généraliste ou une consultation de médecin spécialiste. Il faut tenir compte du fait en Ile-de-France qu'on a beaucoup de fuites territoriales, si vous voulez, en particulier sur les spécialistes. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, il y a beaucoup de gros hôpitaux et de grosses cliniques sur Paris intramuros ou vraiment sur la petite couronne, si bien que on a dans les départements franciliens de la grande couronne, finalement, une fuite des patients. Et du coup, c'est un phénomène en rebond, c'est-à-dire qu'il y a moins de spécialistes qui vont avoir tendance à s'implanter, puisque de toute façon, ils savent qu'une partie de la population va préférer se faire soigner dans des grands centres. Donc c'est un peu un cercle vicieux, si vous voulez. Au niveau des médecins généralistes, c'est un petit peu différent. Il y a le problème surtout de l'immobilier professionnel qui est extrêmement présent au niveau de Paris, plus le fait qu'effectivement, nous avons maintenant des normes pour nos cabinets, ce qui est normal. Il faut effectivement qu'on puisse recevoir des personnes en situation de handicap dans nos cabinets. Mais qui sont contraignantes et qui coûtent cher. Qui sont contraignantes, qui coûtent cher et qui ne sont pas forcément disponibles dans l'urbanisation, par exemple, dans Paris intramuros, dans certains arrondissements. On sait à quel point c'est déjà compliqué pour les personnes en situation de handicap de tout simplement se déplacer dans Paris. Vous avez raison de le rappeler. Et donc, dans certains vieux immeubles, vous ne pouvez pas avoir un accès facile des fauteuils roulants ou des gens qui sont à mobilité diminuée. Donc ça amplifie forcément le phénomène, puisque effectivement, les médecins veulent
en principe quand même pouvoir être accessibles au maximum à leur patientèle. Et donc ça joue aussi ce problème d'immobilier, en particulier des vieux immeubles qui sont difficiles à bouger. Et donc plus cher à adapter. Et puis également. les copropriétés de toute façon refusent. Donc on a aussi ce problème d'immobilier qui est très prégnant, avec aussi un immobilier professionnel qui a complètement flambé et qui n'est plus en relation avec nos honoraires. Julien Chambon, j'aimerais qu'on regarde ensemble cette carte où on voit que l'Île-de-France, tout simplement, est en rouge. Pour l'ARS, c'est pas vraiment une surprise, je vous laisse la regarder rapidement. Elle parle d'elle-même, hein, finalement. Ça rejoint ce qu'on disait sur l'Île-de-France comme premier désert médical sur le territoire. Quelle est la situation dans le 78 ? Quelle est la situation dans votre commune ? Vous l'avez dit, moi je suis maire d'une ville de 34 000 habitants, aux portes de la Défense, donc une ville attractive, très bien desservie en transport en commun, très urbaine, donc on n'est pas forcément représentatif de la campagne qu'on pourrait retrouver des problématiques des Yvelines ou de la Seine-et-Marne. Néanmoins, vous disiez comment on se rend compte d'un désert médical. En fait, quand les gens vous écrivent, quand les familles vous disent « je n'ai plus accès à un médecin traitant », quand les personnes âgées vous disent « j'ai perdu mon médecin depuis 30 ans, qui était mon médecin de famille, qui est parti en retraite lui-même, et je n'ai pas de solution, alors que j'ai une maladie longue durée, alors que j'ai besoin d'un soin récurrent ». Toute cette détresse-là, nous, vous savez, les maires, on est à portée d'engueulade, comme dirait l'expression consacrée. Oui, puis responsable malgré tout de cet accès aux soins, d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas rester insensible face à la détresse. La santé, c'est essentiel. Le sentiment d'abandon, vous ne pouvez pas imaginer le sentiment que les gens ont d'abandon lorsqu'ils perdent l'accès à leur médecin de famille, l'accès aux soins, ou que c'est compliqué de s'y rendre. Donc, en fait, on est un peu, moi en tant que maire de la ville de Houille, certes une très belle ville attractive, on est un peu condamné à agir. Il faut qu'on trouve des solutions. J'imagine la frustration au quotidien de ne pas pouvoir répondre aux besoins de vos administrés. Il n'y a pas une plus belle satisfaction que d'avoir écrit un courrier pour dire « il y a 3 mois, vous m'avez interpellé, on vous a trouvé un médecin ». Vous n'imaginez pas la satisfaction que ça représente et le soulagement chez les Auvillois qui m'écrivent de retrouver un médecin, de retrouver cette sérénité dans l'accès aux soins. Je pense que c'est la bataille aujourd'hui du quotidien, on va en parler, mais il y a ceux qui parlementent, il y a ceux qui agissent. Laissons aussi aux élus locaux les moyens de trouver des solutions en lien avec nos médecins. Oui, parce qu'on va jeter un œil sur ces délais pour obtenir un rendez-vous en 2024, selon un baromètre récent. Un généraliste 10 jours, un pédiatre 3 semaines et 3 jours, un ORL 2 mois, un gynécologue 2 mois, un cardiologue 2 mois et 2 semaines. Ce ne sont évidemment que des moyennes, mais ça dit déjà quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement important. Là, on n'a pas non plus parlé pour la peau. Des dermatologues, pardon. Les dermatologues, avec la prolifération des cancers de la peau, on sait à quel point c'est important d'avoir accès à un dermatologue rapidement quand on a un doute, avec des délais parfois d'1 an pour avoir un rendez-vous chez un dermatologue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous l'avez dit, ce sont des moyennes. En fait, la plupart des médecins organisent ce qu'on appelle des coups de fil. C'est un peu comme dans l'aviation, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a une file prioritaire. Donc celle-là, elle n'apparaît pas évidemment dans vos moyennes, mais on a une file prioritaire. Et un agenda très connu, que évidemment je ne nommerai pas, nous a fait une petite étude qui montrait qu'en fait, il y a 40% des consultations chez les médecins généralistes qui sont prises dans les 48 heures précédentes. D'accord. Donc il faut vraiment tamponner ce que vous venez de dire par rapport à la réalité, si vous voulez. Et je peux Malgré vous dire, tout, il y a un certain nombre de Franciliens qui attendent effectivement 2 mois, par exemple, avant d'avoir rendez-vous. Il y a un autre problème, si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous sortez de votre médecin avec une ordonnance pour 3 mois, vous n'êtes pas obligé d'attendre la veille des 3 mois pour reprendre un rendez-vous, si vous voulez. Quand on donne un traitement pour 3 mois, c'est qu'en principe, on a besoin de revoir le patient à 3 mois. On a une arrière-pensée. C'est quand même assez simple, quand vous sortez, de reprendre le rendez-vous à 3 mois. Bon, après, vous pouvez avoir un empêchement de dernière minute, etc. Mais il y a des mesures toutes bêtes comme ça qui éviteraient un certain nombre de problèmes. Quand on donne un traitement pour tant de temps, c'est qu'on a une arrière-pensée et qu'on se dit il faut revoir le patient parce qu'on a besoin de vérifier quelque chose. Madame a raison sur le diagnostic. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous l'ai dit, on est interpellé, on doit agir, on se doit d'agir. Nous, en tant que commune, on peut faire quoi? On peut favoriser l'installation des médecins en baissant le coût des loyers. À Houille, on fait 1 € le mètre carré le loyer pour les médecins. Ah oui, 1 € le mètre carré, pardon, on est très loin des moyennes à Paris, en Ile-de-France. C'est le frein d'installation en région parisienne, en zone urbaine, ça va être le montant des loyers, ça va être la rareté des locaux, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc on prend des locaux qui sont accessibles aux personnes handicapées, on le met pas cher, ça nous permet de garder des médecins, d'en faire venir de nouveaux et d'aider de jeunes médecins à s'installer. Au bout de 10 ans d'études, quand ils ont plongé, ils ont potassé, ils ont toutes leurs compétences, mais personne ne les a préparés à la vie active, à devenir libéral, à trouver, payer des charges, payer un loyer. Donc nous, on lève ce frein-là, 1 € le mètre carré. Ensuite, deuxième frein, vous l'avez dit, on construit une maison médicale. Ça veut dire quoi? En tant que ville, on investit,
on prend un immeuble, on achète un rez-de-chaussée, 600 mètres carrés, on fait 14 cabinets médicaux. On propose à des médecins généralistes, on propose à des médecins spécialistes, à des infirmières, à des kinés. Ça nous permet quoi? Pour le Villois, pour l'habitant de Houille, il a accès à ce que vous disiez, à l'ensemble du parcours de soins. Il va chez le généraliste, il a prescrit un soin, il va chez l'infirmière, il va chez le kiné. C'est une accessibilité aux soins qui est extrêmement importante. Et qui est très concrète, qui est réelle. Qui est très concrète et surtout, vous l'avez dit, on permet aux médecins de travailler aussi de façon collective. Et je pense que dans la nouvelle façon, peut-être de certains médecins, de vouloir travailler en ville, en médecine libérale, c'est aussi cet enrichissement professionnel. Travailler dans le même endroit que son collègue, ça permet d'échanger sur des cas. Travailler dans le même endroit qu'un spécialiste, ça permet... Ça a été prouvé en matière d'efficience. Le médecin généraliste est aussi celui qui peut rediriger vers les différents... C'est la porte d'entrée des soins du quotidien, des soins de longue durée, qui identifient aussi l'environnement de la personne. Pour nous, c'est vraiment la plus importante. C'est la première brique de l'accès aux soins des Français. Alors j'imagine que vos administrés sont ravis par ces mesures, mais qu'en disent les médecins, qu'en disent les professionnels de santé? Aujourd'hui, on a lancé la formule 1 € le mètre carré. On a trouvé des médecins. On a vraiment permis ça à un succès fou. On a cette future maison médicale qui va ouvrir dans 1 an et demi, 14 cabinets. 1 an et demi? Elle est quasiment remplie. Parce qu'on fait venir les médecins à 1 €, ils signent un engagement pour s'installer dans la maison médicale, les 14 cabinets sont quasiment remplis. Il y a 6 ans, on perdait des médecins, aujourd'hui on en gagne. C'est génial. Ça fonctionne. Ça Donc marche. il y a une vraie recherche d'attractivité, pardon d'utiliser ce terme, il n'est pas très joli quand on parle d'accès aux soins. Mais c'est vrai, aujourd'hui, il faut qu'on recrée du désir de s'installer et donc derrière d'être présent pour les patients. Et si vous voulez, on a aussi, alors, c'est un concept qui vient du syndicat des médecins libéraux, on est aussi demandeur d'assistants médicaux. C'est-à-dire qu'on veut du personnel qui nous aide, par exemple, à installer les patients qui, justement, sont compliqués à installer, parce qu'on a une population qui vieillit, qui donc est parfois difficile à examiner et à mettre sur une table d'examen, tout simplement. Donc, ils nous aident quotidiennement là-dessus. Et puis, ils nous prennent toute la part administrative, parce qu'il faut bien dire aussi qu'il y a une multiplication de la part administrative des médecins de façon considérable. Pardon, mais pourquoi ? C'est-à-dire qu'à chaque fois que la sécurité sociale simplifie, en fait, ça nous complexifie les choses. Vous savez ce que m'a dit mon kiné ? Ce qu'on appelle la simplification, c'est ça. C'est-à-dire on simplifie côté sécurité sociale et on complexifie dans nos cabinets. Voilà. Donc, voilà, en fait, ça fait vase communicant, mais pour nous, c'est le vase communicant et du mauvais côté. Si Alors, mon kinésithérapeute m'a dit que, justement, lui, sur la qualification de certains actes. Ces actes avaient été modifiés par la Sécurité sociale dans une logique de simplification. Et pour lui, c'est un casse-tête, mais absolu, de retrouver, pour une simple douleur au dos, la qualification exacte, et ça donne des IJKTR 32 27. Et à chaque fois, c'est différent. Et il m'explique que ça lui prend un temps de dingue, et je le crois volontiers. Et j'imagine ce que c'est pour des médecins, pour des spécialistes qui ont, j'imagine, en plus, des retours importants à faire dans le cadre donc du les suivi, assistants médicaux, c'est un vrai plus. Et alors, le problème, c'est que du coup, l'assistant médical, pour qu'il soit pleinement efficace, il vous faut un bureau supplémentaire. Exactement. Donc on revient au problème. Mais donc du foncier. Dans la commune. Donc du foncier. Là où nous, on peut être pertinent. Et l'assistant médical, ça a été calculé pour le coup par la caisse d'assurance maladie, parce qu'avant, on demandait aux médecins, vous augmentez de temps votre file active, etc. En fait, maintenant, ils ont fait les moyennes, ils ont montré qu'un assistant médical, ça permet d'augmenter la patientèle de pratiquement 300 patients médecins traitants dans l'année, et ça permet d'augmenter la file active de 120 patients. Et donc ça couvre vos frais? Alors, l'assistant médical, si vous voulez, oui, alors d'une part, il est aidé par la convention, c'est-à-dire que si vous êtes justement dans une zone médicale désertifiée, en déficit et tendue, et pour de nombreuses spécialités médicales, dont la médecine générale, mais pas que, ça, c'est en grande partie subventionné, on va dire, par l'assurance maladie, et c'est une vraie aide pour le coup. Voilà, c'est une vraie aide conventionnelle. Ça fait partie de ce qu'on a négocié dans la convention médicale et qui a été reconduit et donc amélioré lors de la... Et le reste est comblé, j'imagine, par l'augmentation de la patientèle. Voilà, l'idée, c'est que, sachant que... On a eu ce cas, on a adapté les locaux pour que le médecin vienne avec son assistant médical, ce qui permet d'augmenter la capacité de prise en charge. Après, excusez-moi, pour un assistant médical, il faut quand même un médecin à la base. Donc le vrai problème, c'est comment on favorise l'installation des médecins. Mais on comprend que ça peut aider, évidemment, certains médecins à envisager plus sereinement aussi leur installation. Mais quand je vois la façon dont on prend le problème, vous l'avez dit, par la loi, par l'imposition, par la régulation, enfin, à un moment donné... On va revenir évidemment sur cette proposition de loi. J'aimerais qu'on écoute Théo Brigand. Il était venu dans Bienvenue en Ile-de-France. Il est chargé de mission santé UFC Que Choisir. Il nous a parlé de cet accès aux soins, mais il a aussi évoqué la question du coût et du prix des consultations. Pardon, on l'écoute.
Sanitaire, ça renvoie justement à cette notion de fracture, de cassure, de fêlure, et ça correspond à l'inadéquation entre une demande de santé et une offre de santé. Et les déserts médicaux sont une dimension assez emblématique de cette fracture sanitaire, mais il y a aussi les dépassements d'honoraires qui créent des difficultés d'accès aux soins pour des raisons financières, et au total, sur les derniers mois, on voit que 45% des Français ont dû renoncer à des soins. À se soigner. Oui. Pour ces deux raisons principales, le manque de rendez-vous, donc de disponibilité des médecins, voilà. Et d'autre part, le montant des honoraires qui ne fait qu'augmenter. On sait en Ile-de-France et à Paris notamment qu'on est particulièrement exposé. 69% des Français sont concernés. Est-ce que c'est pire en Ile-de-France qu'ailleurs ? En Ile-de-France, il y a un vrai problème de rareté des professionnels de santé, de rareté des médecins généralistes déjà. Donc la disponibilité plus que tout ? Une disponibilité qui est compliqué à obtenir, mais il y a aussi la notion de dépassement d'honoraires qui est très forte, notamment sur les spécialistes. Les médecins spécialistes, on en a plus en Ile-de-France que dans le reste de la France. Par contre, ils coûtent cher et il y en a déjà quand même insuffisamment de manière générale, et ils sont très concentrés sur Paris, sur les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne, il en manque, et en plus, il y a ces dépassements d'honoraires. Sophie Bauer, je vous voyais hocher la tête. Non, parce qu'en fait, c'est toujours le même discours, le même marronnier, les dépassements d'honoraires, etc. Les médecins qui sont en secteur 2, donc avec dépassements conventionnés et dépassements autorisés. Donc ce sont des dépassements qui sont encadrés. Alors, ils sont encadrés par le tact et la mesure. C'est-à-dire qu'il y a un encadrement par le code de déontologie médicale. Voilà. Et le code de déontologie médicale apprécie le tact et la mesure en fonction évidemment des possibilités du patient. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que les médecins qui sont en secteur 2, en fait, font 40% de tarifs opposables. 40%. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un frein à l'accès aux soins, et c'est hors de question que ce soit un frein à l'accès aux soins. C'est-à-dire 40% de tarifs c'est-à-dire que pour 40% de leurs actes, ils ne prennent pas de dépassement d'honoraires. Voilà. Ce qui permet évidemment... Pourquoi on a le sentiment, alors, en tant que Parisien, en tant que Francilien, que ça nous coûte de plus en plus cher de se faire soigner ? Et pas forcément du côté des médecins généralistes. Hein. Je ne trouve pas que ça soit là où c'est le plus vrai, où c'est le plus violent. Je parle d'actes, peut-être d'actes un peu spécialisés, d'actes un peu plus spécifiques, d'actes chez des spécialistes. Parce qu'il y a aussi, alors on a parlé de l'immobilier, mais on a aussi le problème du matériel médical. D'accord, qui a augmenté lui aussi ? Considérablement. Je ne parle pas des radiologues, par exemple. Quand vous voulez une machine scanner performante, une radio à Paris, vous imaginez... En fait, le problème, c'est que vous n'avez jamais le temps, si vous voulez être vraiment performant, d'amortir totalement votre matériel, parce qu'il y en a un autre qui apparaît sur le marché, qui donc est un gain supérieur pour le diagnostic et pour le service rendu au patient. Et donc, on se retrouve avec un déséquilibre permanent qui fait qu'on ne peut pas vraiment amortir les machines si on veut être toujours dans la performance. Et de plus en plus, on a besoin d'échographes. Moi-même, j'ai un échographe, je ne peux pas faire sans. Voilà. Donc, de plus en plus de médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, s'équipent de matériel d'imagerie et évidemment tout ce qui est logiciel, etc. Et ça vaut plus le personnel, mais forcément... Madame dresse un bon diagnostic. Maintenant, on fait comment ? Donc c'est pour ça, et encore une fois, je le répète, comment on arrive à favoriser l'installation d'un médecin ? On le vend, ce que vous avez dit, le frein économique. Nous, on fait l'effort d'un loyer. Donc sur le foncier, vous l'avez dit. On fait l'effort d'un travail en collectif, ça veut dire aussi mutualiser du matériel. Ah oui, d'accord, en effet. Des coûts d'investissement, c'est ça aussi l'intérêt de travailler en collectif. Parce que 6 professionnels qui n'ont pas le choix, qui doivent investir énormément. Je pense aussi aux ORL, qui doivent investir dans des machines très coûteuses. Donc, adapter les locaux, favoriser la pratique collective, c'est aussi créer des synergies pour que les médecins puissent investir correctement. Et donc mutualiser ces coûts. Hein. Oui, puis qu'un médecin, parce que nous, on fait un effort, on a des médecins, mais il faut qu'ils restent plus longtemps. Il faut qu'ils suivent les patients dans la durée. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à lever le frein d'installation. Il ne faut pas dégoûter un jeune médecin de s'installer en médecine de ville. Oui, là, c'est le plus important, principal. Bien sûr. Je vous dis, il fait 10 ans d'études, même 12 ans parfois en spécialité. Et des études qui sont, on le rappelle, extrêmement difficiles. Voire 15 ans dans certaines spécialités chirurgicales. Si on les dégoûte de s'installer... Qu'est-ce que vous êtes courageuse, pardon. Voilà, on va gâcher cet investissement-là. Donc nous, on va dire, il faut vraiment qu'on leur donne envie de revenir en médecine de ville, de se consacrer à leurs patients. Et nous, en tant que ville, on met ces moyens-là, on met des loyers bas, on décote les loyers, on crée des conditions d'exercice du métier qui sont plus favorables à l'installation. On aide à l'installation d'assistants médicaux. C'est comme ça qu'on va encadrer, on va dire, améliorer l'accès aux soins. Et dans ma ville, c'est comme ça qu'on se bat concrètement et qu'on a des résultats dès aujourd'hui. C'est des enjeux nationaux qui sont discutés notamment depuis 2 jours à l'Assemblée nationale suite à la proposition de Guillaume Garot, député PS, pour mettre en œuvre cette régulation de l'installation. Il était sur RTL le 30 avril. Je vous propose qu'on l'écoute. En effet, il n'y a pas une seule solution à mettre en œuvre contre la désertification médicale. Mais j'observe qu'il y a une solution qu'on n'a jamais voulu mettre en œuvre, c'est la régulation de l'installation. Si on ne met pas un coup d'arrêt
au creusement de ces inégalités, on se retrouvera, mais pas après-demain, très rapidement, avec des territoires qui n'auront plus de médecins. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de loi tous les deux? Alors, déjà, elle est complètement hors sol. Dans les exposés des motifs, M. Garot utilise des chiffres qui sont totalement dépassés. On le lui a dit, mais il persiste et il signe, si on peut dire. C'est-à-dire que, par exemple, là, il parle de la régulation à l'installation. On a prouvé que ça n'était pas efficace. La profession médicale est la profession de santé qui n'est pas régulée et qui est la mieux répartie sur l'ensemble du territoire. Le problème, c'est que nous ne sommes plus assez nombreux, et nous ne sommes plus assez nombreux parce que nous payons 40 ans de numerus clausus, numerus apertus avec un petit desserrement, mais qui en fait n'est pas efficace parce que ça s'est couplé à une première année de médecine qui ne sélectionne pas forcément les bons profils. Donc on a 20% de plus qui passent en deuxième année, mais 20% qui abandonnent en cours d'études. D'accord, donc c'était pas efficace. Donc ça n'est pas efficace. Sur le volume, en fait, exactement. Donc le problème, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux. Alors vous allez saupoudrer la pénurie, on ne sera toujours pas assez nombreux. Donc pour vous, c'est une question de volume bien sûr, de médecins disponibles. Moi, je suis d'accord. Il faut aussi que le politique fasse son mea culpa. La politique du numerus clausus a été catastrophique d'un point de vue de la démographie des médecins qui étaient formés. Et ça prend du temps de former un médecin. Donc quand on a fait l'erreur, on le paye pour 10 ans. Globalement, je pense que d'ici quelques années, on va retrouver de l'oxygène. Pardon, mais tout le monde, je fais un peu de la psychologie de comptoir, mais tout le monde se disait, quand j'étais étudiante, tous ceux qui s'engageaient en études de médecine se disaient non mais le numerus clausus, quel enfer, mais pour plein de raisons, parce que c'est démoralisant, parce que c'est démotivant, parce que c'est extrêmement difficile de s'engager sans savoir où on va. Des gens qui avaient le niveau, qui réussissaient leurs études, n'étaient pas acceptés dans le cursus. Et aujourd'hui on le paye, c'est ça Aujourd'hui on le paye. Alors il y a aussi le Conseil de l'ordre, je pense qu'il faut que les médecins soient aussi dans la réflexion. Il ne faut pas se dédouaner aussi de la réflexion. Il y a la responsabilité des professionnels médicaux est importante dans la réflexion et les propositions qu'on peut faire. Moi je l'ai dit aux députés, on prend encore une fois le problème à l'envers. Déjà, faites confiance aux élus locaux, donnez-leur les moyens d'agir. Pourtant, il y a quand même 1510 élus locaux qui ont soutien le texte, dont 915 maires. Parce que leurs habitants sont désespérés, ils sont eux-mêmes désespérés. Ils se disent... Mais vous les comprenez, ces élus locaux qui sont désespérés? Je les comprends, mais moi je dis quoi à l'habitant? Je dis on va attendre une loi? On va attendre que le Parlement parlemente? Nous, on agit concrètement. Et ça marche. Quand on fait la maison médicale, on est soutenu par l'ARS, donc l'État, par la région Île-de-France, par le département des Yvelines. Ah oui, on est soutenu, donc on trouve des solutions. Donc il faut que les initiatives viennent du terrain? Laissez le terrain. Ah, vous en êtes convaincu également? Laissez le terrain faire une politique d'attractivité, ça fonctionnera. Et même si vous voulez, même si on ne fait pas de maison médicale, parce qu'il y a des gens qui préfèrent effectivement travailler en cabinet de groupe, faut bien considérer qu'avec tous les moyens technologiques actuels, vous n'avez pas un médecin qui travaille seul. C'est-à-dire que même si on n'est pas dans une maison médicale géographiquement, on est en réseau. On travaille tous en réseau avec des infirmières, des kinés, d'autres médecins, des médecins spécialistes, etc. On est tous en réseau. Forcément, c'est impossible dans l'état actuel des choses de ne pas être en réseau. Et d'ailleurs, il y a un système qui commence à être expérimenté, qui est très intéressant, qui est les équipes de soins coordonnées avec le patient, où en fait c'est le patient qui donne le nom de ses soignants, et donc tout le monde se coordonne au moment où ce patient décompense. Alors c'est en expérimentation pour 4 pathologies. On espère bien que ça va fonctionner, on pense que ça va fonctionner et que ce sera étendu aux autres pathologies. Mais il y a ça aussi. Il est très important que le patient puisse continuer à choisir les gens qui le soignent finalement. Et c'est un peu l'écueil qu'on reproche parfois aux maisons de santé, c'est que le patient, bah oui, il est dans le système en rond, si on veut dire, mais il peut aussi avoir envie d'avoir une autre infirmière ou un autre médecin que celui strictement dans la maison de santé. Et ça, c'est une liberté du patient qu'il doit continuer à avoir. Qui est compliqué à avoir, évidemment, dans un désert médical. C'est une solution vous avez raison. Qui a du sens en santé. En fait, les solutions viennent du terrain, donc elles vont s'adapter aux spécificités du territoire, de chaque ville, de la campagne. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qui va être éprouvé par les acteurs locaux quand je discute avec les médecins villois. Et vous l'avez dit, nous, le médecin, il n'est pas à Houille. Il est dans un environnement immédiat, à 15 minutes en voiture de Houille. La personne, elle ne peut pas se déplacer parce que le taxi, il refuse de faire une course à 5 €. Nous, on l'emmène. On a lancé la vadrouille. La vadrouille, qu'est-ce que c'est ? C'est un transport à la demande. On vient vous chercher chez vous. On vous emmène chez le médecin. On vous ramène chez vous. Pardon, mais là, vous les bichonnez. Enfin, non, on les bichonne pas. Bah, si. On permet à quelqu'un... C'est génial, mais vous les bichonnez. Non, parce que quelque part, c'est accessible pour la commune. C'est pas énormément de frais. On achète un véhicule, on a un agent qui le fait. Mais surtout, on permet à quelqu'un qui a mis 6 mois à obtenir un rendez-vous de ne pas le perdre. Parce que tout le monde refuse de l'emmener. Je suis désolé, c'est exactement le rôle qu'une ville peut apporter à son échelle, c'est faisable. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est un hôpital. Je ne peux pas construire un hôpital. En revanche, je peux faire une maison de santé, je peux coordonner les professionnels de santé, je peux amener les gens dans leur environnement immédiat, à leur rendez-vous médical, on peut les aider avec cette fameuse vadrouille. Mais les solutions viennent du terrain, la loi n'est pas une baguette magique.
Je vous apprends rien, mais le ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Yannick Noder, est dans cette même logique. Enfin, il considère que cette proposition de loi portée par Guillaume Garot ne résout tout simplement pas le problème. On l'écoute et je vous fais réagir. Le gouvernement est contre et je suis particulièrement contre en tant que ministre de la Santé et de l'Accès aux soins parce que je pense que le remède est pire que le mal. Et je pense que si c'était une bonne mesure qui permette de résoudre les déserts médicaux, eh bien naturellement je soutiendrais cette mesure. Là c'est une mesure qui en fait ne va pas permettre finalement de régler le problème puisque quand vous avez une pénurie, vous manquez de médecins, c'est pas de réguler une pénurie qui va permettre d'améliorer l'accès aux soins. Est-ce que pour autant on est convaincu par les actions qui sont portées par nos ministres de la Santé successifs? Est-ce qu'on a une réponse politique adaptée? Moi je le dis, la solution elle vient du territoire. Uniquement elle vient du terrain. Mais vous ne faites plus confiance en... Non, c'est pas ça, c'est qu'on peut agir ensemble, mais laisser les acteurs locaux, laisser les maires avec leurs médecins, avec de nouveaux médecins, trouver les solutions. Et je vous l'ai dit, à un moment donné, quand on investit dans une maison médicale de 14 cabinets, on est soutenu par le département, par la région, par l'État. Donc on est capable de se mettre ensemble, mais c'est parce que la solution elle vient du terrain. On a discuté avec les médecins locaux, on a discuté avec les jeunes médecins, on prend en compte le besoin des habitants, on ajuste. Quand je vous parle de la vadrouille, c'est parce que en fait c'est pas 500 personnes par jour. C'est le maillon de la chaîne qui permet de fonctionner. Mais c'est quelques personnes par semaine, mais ce sont les plus fragiles qui ont le plus besoin d'aller chez le médecin. Donc c'est pas financièrement incommensurable pour la commune. On peut le faire à notre échelle et s'adapter au territoire. C'est comme ça qu'on trouvera les solutions qui fonctionnent. Sophie Bauer, de nombreux médecins sont défavorables à cette proposition de loi portée par Guillaume Garot. Il y a une grève qui a été initiée depuis le 28 avril. Qu'est-ce qui est effectivement demandé dans le cadre de cette grève? Est-ce que vous faites grève? Est-ce que vous avez fait grève? Oui, je suis en grève. Vous êtes en grève? Voilà, je suis en grève. Mais vous continuez à recevoir des patients? Les patients urgents, évidemment. Je ne vais pas laisser quelqu'un perdre son cerveau ou sa jambe sous prétexte que je suis en grève. Donc ça, c'est une responsabilité personnelle que j'assume. Ça pourrait inspirer certains agents, voilà. Par exemple, du côté des transports, sans les citer. C'est pas le même domaine d'activité, on va dire. Tout à fait. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sondage qui a été fait, qui a porté... il y a eu plus de 1500 réponses, très très rapidement. 50% des médecins vont partir si la loi Garot passe. Voilà. Parce que l'obligation de garde... Bon, là, c'est peut-être une réaction aussi un peu à chaud, hein? Non, c'est une réaction extrêmement réfléchie. Il y en a 10% qui changent de métier. Parce qu'à un moment, donc, ça suffit. Voilà, 10% se reconvertissent, 25% partent à l'étranger. Vous savez, on est extrêmement bien accueillis dans un certain nombre de pays du monde, donc on ne voit pas pourquoi on resterait dans un pays qui vous tape dessus et qui veut faire de vous des esclaves à la botte d'un certain nombre de députés. Donc ça, c'est inadmissible, quoi. Voilà, on n'est pas des pions qu'on prend, qu'on met dans un endroit. On a fait 10 à 15 ans d'études, on peut au moins nous respecter, c'est le minimum. Hein, voilà. Nous, on respecte les politiques, donc on attend quand même qu'ils nous respectent. Du respect en retour. Donc 25% partent. Les retraités actifs ne vont pas prendre de garde, je suis désolée. La plupart ont plus de 65 à 67 ans. C'est quand même le moment où on a beaucoup plus de mal à récupérer. Oui, bien sûr. Hein, donc eux, ils vont décrocher. Ceux qui peuvent prendre leur retraite vont la prendre en anticipé. Et elle ne sera pas active. Voilà. Donc vous faites les comptes. Les jeunes ne s'installent plus. Et ça fera 50% de médecins. Ça fait 50% Alors on dit qu'on en a besoin en plus, hein, donc on fait le calcul, ça marche pas. L'image est un peu dure, mais dans l'état d'esprit, je suis plutôt d'accord avec madame, et le ministre l'a dit, que le remède soit pas pire que le mal. En gros, aujourd'hui, vous prenez 10 médecins à la fin de leur cursus, combien vont s'installer en tant que généralistes? Très peu. Il ne faut pas qu'on dégoûte les jeunes médecins de s'installer. Moi, c'est mon combat. Je veux qu'il y ait des médecins généralistes dans la ville de Houille, partout il y en a besoin, nécessairement. Donc, comment est-ce qu'on arrive à donner envie à cette installation-là? Et vous l'avez dit, et il faut qu'on donne... Moi, les médecins, quand je les rencontre, ils veulent sortir de l'isolement de l'installation. Alors, certains, vous l'avez dit, ils se sont installés... Parce que c'est une entreprise compliquée. En fait, c'est pas ça. C'est que ça aide à franchir le pas, de se lancer en libéral. Parce qu'aujourd'hui, le jeune médecin, sinon, il devient salarié d'une structure privée, d'un hôpital, il a 35 heures, il a ses congés payés, il n'a pas d'administratif à gérer, il a un gros salaire, il faut être honnête. Aujourd'hui, c'est l'Eldorado, alors qu'il y a encore quelques années, c'était de s'installer à son compte, évidemment. Comment on fait pour qu'ils reprennent goût au libéral et à l'installation en médecine de ville? C'est ça qu'il faut réussir à faire, c'est à redonner le sens à cette installation-là. Donc moi je dis, il faut aussi que les médecins aussi apportent des solutions. Parce qu'on a des médecins qui sont spécialistes, qui préfèrent parfois faire une médecine plus rémunératrice, c'est leur choix. Mais comment on arrive, et vous le disiez, le dermatologue, comment on arrive à faire en sorte que le dermatologue soit aussi accessible aux familles, à toutes les personnes qui en ont besoin, où il y en a besoin, je lance un appel s'il y a des dermatologues qui nous écoutent, mais qui font aussi beaucoup de chirurgie esthétique.
comment on leur permet quand même aussi, comment ils... de s'y retrouver tout simplement en faisant leur métier. Est-ce que les médecins ont des propositions? Je pense qu'eux aussi doivent faire des propositions concrètes pour que les gens aient accès à ces soins. Déjà, il y a, en Ile-de-France, s'est fait une équipe de soins spécialisés de dermatologie qui est en train de s'implanter sur le territoire, donc il fait de la téléexpertise, etc. Donc il peut effectivement aider. Le problème qu'on a en Ile-de-France, c'est qu'on ne forme plus suffisamment de rhumatologues, de dermatologues, parce qu'en fait, les pouvoirs publics trouvent qu'il y a trop de médecins en Ile-de-France, vous avez vu les résultats, et donc on a moins de postes d'internat, parce qu'ils prennent des postes d'interne d'Ile-de-France pour les mettre dans d'autres régions. D'accord. Voilà. Donc c'est pas prêt de s'arrêter. On le rappelle, est le premier désert médical. C'est pas prêt de s'arrêter le problème, tant qu'on aura des gens qui raisonneront en termes uniquement financiers. Ça va continuer à s'aggraver. Imprégnant du terrain. Et moi, j'ai montré c'est le mot de la fin. Je suis désolée. D'accord. Pas de problème. Je vous en prie, allez-y. Oui, j'ai montré qu'une consultation à 50 €, ça permettait de récupérer ce qu'on avait investi à l'année N à l'année N+1. Voilà, parce qu'on crée des emplois. Justement, on agrandit nos cabinets, on investit dans du matériel performant et on traite plus de patients. Voilà. Donc, on a moins de retard de diagnostic, moins de retard de traitement. Mais ça, c'est pas dans l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est de prendre les médecins comme des pions et d'aller les mettre là où on a envie. On l'a compris, vous êtes très remontée. Sophie Bauer, merci beaucoup d'avoir été tous les deux présents au plateau pour nous aider à mieux comprendre ce sujet des déserts médicaux en Ile-de-France. On passe tout de suite à la culture. Dans la petite salle du Poche Montparnasse, le comédien Jean-Paul Borne fait vibrer les mots de Marguerite Yourcenar, très joliment adaptés par Renaud Meyer, pour nous raconter les mémoires d'Adrien. Et sur scène, ça donne ça, on regarde la bande-annonce ensemble. Il me semble à peine essentiel d'avoir été empereur. Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Trop de routes ne mènent nulle part. Le monde dont j'avais hérité ressemblait à un homme dans la force de l'âge, mais qui venait de passer par les convulsions d'une maladie grave. J'avais tenu à faire de Jérusalem une ville comme les autres, où plusieurs races et plusieurs cultes pourraient exister en paix. J'oubliais trop que dans tout combat entre le fanatisme et le sens commun, ce dernier a rarement le dessus. Je voulais que les villes fussent splendides, que le plus humble des voyageurs pût errer d'un continent à l'autre, sans formalité vexatoire, sans danger. Je me sentais responsable de la beauté du monde. La paix était mon but. Tâchons d'entrer dans la mort, les yeux ouverts. Et on en parle bien sûr avec Jean-Paul Borne, que vous avez découvert à l'image, comédien dans cette pièce, ce seul en scène absolument incroyable. S'attaquer au texte de Marguerite Yourcenar, c'est courageux, c'est un sacré défi. Première femme, je le rappelle, à l'Académie française, avec des textes connus pour leur justesse, pour leur beauté. Ça vous a fait peur ou justement ça vous a excité de vous dire « Oh non, là c'est un sacré projet quand même ». C'est vertigineux, oui, c'est vertigineux. Mon ami Renaud Meyer m'avait envoyé une adaptation, il y pensait à moi pendant le confinement. Ça fait son chemin. Je ne l'avais pas lu, alors j'en ai profité pour lire le roman. Et puis voilà. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous confronter à ce roman de Marguerite Yourcenar? Ça m'a rendu, dans l'acte de jouer, dans mon métier, différent. Ça m'a rendu différent. Je n'envisage plus maintenant, enfin je suis un vieil acteur, je vais avoir 65 ans, je n'envisage plus de jouer comme avant. Ah, donc ça vous a vraiment changé, traversé en tant que comédien, oui. Presque en tant qu'homme. Ah oui, oui, oui. Et je pense que tout lecteur des Mémoires d'Adrien, ou tout spectateur, j'espère, enfin je fais tout pour, normalement est transformé. Mais ça tient à quoi, ça? Ça tient à la qualité de l'écriture, ça tient au message, et au côté visionnaire, comme les grands auteurs de la littérature. Encore aujourd'hui, c'est d'actualité, hélas. Ces textes, vous les avez choyés, respectés. Ils ont été très peu modifiés par Renaud Meyer. Comment est-ce qu'on retravaille justement intelligemment les mots de Marguerite Yourcenar? En fait, comment est-ce qu'on respecte le texte? Moi, je pense qu'il faut faire attention. En tout cas, le spectacle ne dure pas plus d'1h15. C'est très, très dense. Renaud a fait un choix d'adaptation en respectant l'ordre des chapitres de Marguerite. C'est-à-dire que le prologue et l'épilogue, disons que c'est le même moment, et au milieu, il retraverse toute sa vie.
Qu'est-ce que vous avez gardé? Qu'est-ce qui a été mis de côté finalement? Ce qu'on a gardé, vous l'avez dit, finalement c'est ce schéma de lecture. Qu'est-ce qu'on a dû mettre de côté de Marguerite Yourcenar? Renaud a juste voulu, pour avoir un rapport un peu plus direct avec le spectateur, enlever le côté épistolier, c'est-à-dire que normalement, à la veille de sa mort, Adrien écrit à son petit-fils, qui sera empereur, qui est Marc Aurèle. Voilà, on a enlevé cet intermédiaire pour être plus directement avec les spectateurs. Pour être au plus près du public, qui est vraiment proche de vous, dans ce poche Montparnasse. Qu'est-ce que ça apporte, ça? Alors, je rends hommage à ce théâtre merveilleux, à Philippe Tesson, qui était un grand ami et qui est un empereur, toujours pour moi dans mon cœur, et Stéphanie Tesson, sa fille, qui perpétue sa mémoire, c'est le cas de le dire, dans ce théâtre. Cette petite salle du Poche de 80 places me permet d'être effectivement dans l'intimité avec les gens et raconter cette vie. Je suis quelquefois 1 mètre ou 2 mètres des spectateurs. Ils sont un petit peu en hémicycle, comme à la grecque. C'est tout à fait adapté, agréable. Hein. Oui. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on va en parler, mais il y a une pureté absolue et puis il y a une intimité. Vous avez utilisé ce terme que je trouve très juste parce qu'en fait, finalement, c'est un certain nombre de révélations. C'est presque une confession. C'est les mémoires d'un vieil empereur qui s'adresse à l'un de ses successeurs. Vous racontez votre vie, vos victoires militaires, vos goûts, vos passions, mais aussi vous parlez de poésie, vous parlez de musique. C'est quelque chose d'extrêmement intime. Et d'amour. Et d'amour beaucoup. Oui, mais oui, voilà le message de Marguerite Yourcenar. Je voulais que les villes fussent splendides, peuplées d'êtres humains dont le corps ne fût ni détérioré par les marques de la misère ou de la servitude, ni par l'enflure d'une richesse grossière, que le plus humble des voyageurs pût errer d'un continent à l'autre, sans formalité vexatoire. Qu'est-ce que c'est joli. Sans danger. Là, vous parlez aussi de voyage, vous parlez d'évasion, vous parlez d'un ailleurs. C'était un conquérant. Alors, évidemment, ce sont des territoires, c'était un petit peu la dynamique de l'Empire romain. C'était un territoire d'occupants, simplement, une fois sur place. Il faisait tout, c'est le message de Marguerite, il faisait tout pour que les gens vivent ensemble. Cette chose, c'est ce dossier maintenant. Le vivre ensemble. Ouais, mais oui, mais vraiment. Cette pièce, d'ailleurs, qui est finalement, et dans le texte assez universel, et dans la manière dont vous l'interprétez, assez intemporelle, assez universelle, presque contemporaine, pardon, mais il y a des enjeux qu'on retrouve. C'est quoi un Adrien en 2025? Mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Personne n'arrive à la cheville. Non, je ne vois pas un chef d'État, hélas. Je ne vois surtout pas un chef d'État. Nous sommes au milieu, n'est-ce pas? Mais entre l'Est et l'Ouest, l'Europe est en train de compter les points. Ce n'est ni à l'Est ni à l'Ouest, hélas. Que n'y a on peut trouver un appui. C'est à l'Europe à... Bon, j'enfonce une porte ouverte. Tout le monde maintenant en a conscience. Surtout avec les fêtes du 8 mai qui s'approchent. J'aurais jamais pensé qu'on en arrive là. Hein. Oui, vraiment. C'est aussi un Adrien qui est un peu en bout de course, qui est vieillissant, qui se confesse finalement, qui est conscient de la mort qui arrive. Qu'est-ce que ça change quand on est conscient de la mort qui arrive? Est-ce qu'il y a une sorte d'apaisement, de pesanteur? Est-ce qu'il y a de ça? Il y a du courage, il y a cette phrase, de toute façon, on ne peut pas ne pas la prononcer, la dernière phrase du roman, « Tâchons d'entrer dans la mort, les yeux ouverts ». Voilà, c'est aussi une histoire de courage, mais de grande intelligence et de paix, oui. La peur, la crainte ne font pas partie du roman. Et cette intelligence, on la sent dans les mots, on la sent dans votre manière de vous imprégner, d'interpréter ce paysage. Comment est-ce que vous vous êtes glissé dans le rôle? Comment est-ce qu'on arrive finalement à interpréter ce qu'a été l'empereur? J'ai perdu 12 kilos. Ah d'accord. J'ai remplacé... Tout se résume à 12 kilos? Non, c'est drôle parce que j'ai créé le spectacle le 6 juin dernier et ça va faire... Ça, c'est émouvant aussi. Ça va faire plus de 130 représentations que je le joue au Théâtre de Poche Montparnasse. Et quand j'ai appris le texte... Vous ne vous lassez pas? Non, et j'ai remplacé mes kilos par les mots. Ça a été une addiction. J'ai remplacé les kilos par les mots de Marguerite. Vraiment. Vous avez quelque chose sur scène que tout le monde décrit et de manière unanime comme exceptionnel. C'est un regard qui est
absolument incroyable, qui est hypnotique. Vous allez me faire pleurer. Non, mais je le pense sincèrement, et qui est extrêmement puissant. Ce regard-là, c'est quelque chose que vous avez travaillé ou il fait partie de vous pour le coup? C'est ce que vous avez apporté à ce personnage. Quand on rencontre tout d'un coup un texte, ça fait 45 ans que j'essaye d'être comédien. On est obligé de s'apprivoiser avec une écriture. J'ai eu la chance de jouer autant de contemporains que de classiques, mais on a forcément d'abord un rapport à l'écriture. Et celle-ci... Elle vous a touché en plein cœur, hein? Je m'y attendais pas. Et on vous sent presque transcendé, pardon, mais on dirait qu'il y a quelque chose de l'ordre Je vous jure que je le fais pas exprès. Mais oui, mais c'est elle. Un théâtre est un endroit de fantôme. Quand j'arrive dans la salle pour cette toile magnifique de Marguerite d'Anguille des déserts dans la mise en scène de Renaud Meyer, qui me sert à la fois de cape impériale qui traverse tout l'Empire, puisque il y a tout. Tout à fait, il y a le registre des conquêtes, là, pour le coup, qui est présent. J'arrive toujours 1h30 avant pour pour l'arroser comme une plante, c'est-à-dire qu'on la stocke, parce qu'il y a beaucoup de spectacles. C'est une ruche, le théâtre de Poche-Montparnasse. Et à 21h, il y a après moi un autre spectacle magnifique sur Montaigne, pour l'instant, avec Hervé Briot. Donc ma toile, je la retrouve le lendemain et je l'arrose pour la déplier. Je fais ce travail, j'arrive dans la salle. Presque mystique, non? Oui. Un peu, là, dans la manière de rentrer dans le rôle de Alors, c'est ce qui est merveilleux. Vous avez raison, Victoire. Mais c'est pas du registre chrétien. Il est quand même... elle pose dans le roman aussi... presque tout ce que les hommes ont dit de mieux a été dit en grec. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'est pas question encore de la religion chrétienne à ce moment-là. Il est question d'une religion polythéiste, bien sûr, mais l'Égypte et la Grèce font partie aussi du cœur et de la culture d'Adrien, et d'elle aussi, qui était une grande helléniste, et lui qui voulait stabiliser le monde, quelles que soient les religions, des races... C'est en ça que c'est parfaitement universel, qu'il y a quelque chose aussi, mais de l'ordre de... Pour moi, c'est quelque chose d'humaniste. Oui, tout à fait. Tout à fait. Marguerite a travaillé sur ce texte avant la guerre, elle n'en avait pas trouvé la forme, et puis c'est après la guerre, voilà, mon Dieu. Ça vous a donné envie de relire des textes de Marguerite Yourcenar? Oui, mais c'est ce visage... C'est une femme incroyable, hein. Ce visage, ce sourire, ses yeux... Ma grand-mère était belge, elle était belge aussi, étrangement, elle lui ressemble, ma grand-mère, ou plutôt ma grand-mère lui ressemble. Peut-être que tout était déjà écrit, et on sent votre émotion incroyable. J'espère que tout était écrit. Pourquoi il y a cette émotion aussi vive? Parce qu'on ne peut pas faire du théâtre sans jouer pour les vivants et pour les morts. Ils ont tous leur place. Et donc là, vous avez l'impression de jouer aussi pour Marguerite Yourcenar? Et pour mes morts, et pour ceux de l'humanité, oui. Une pièce absolument magnifique à découvrir au Poche Montparnasse pour redécouvrir les mémoires d'Adrien avec Jean-Paul Borde sur scène. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci à vous. C'était un vrai bonheur et merci pour votre sincérité et puis pour toute cette émotion. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, vous également. À bientôt. Au revoir. On passe tout de suite à l'art de vivre avec Judy Kael-Hirel. Aujourd'hui, en Art de Vivre, on vous parle de cet accessoire qui n'est pas du tout un accessoire. Vous savez, il se glisse autour de notre poignet. C'est un objet qui en dit long sur nous, et puis qui permet surtout de gérer peut-être ce qu'il y a de plus précieux, notre temps. Judy Kael-Hirel nous propose de trouver montre à notre poignet dans ce guide des montres vintage aux éditions du Cherche Midi. Bonsoir Judy Kael-Hirel, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Figaro, en charge évidemment de la rubrique montre et auteur de ce guide des montres vintage qu'on peut montrer. Il faut le mettre assez haut pour qu'on le voit bien. Ce guide des montres vintage, les montres, l'horlogerie, c'est votre passion, ça c'est indéniable. Cette passion, vous aviez envie de la transmettre, de nous la faire passer et surtout d'insister aussi sur cette valeur. Moi, ça m'a beaucoup plu ce que vous nous en avez raconté. C'est très subjectif, hein. C'est un livre, quand on dit guide, c'est un peu exagéré, c'est un peu mensonger même, c'est plus
un voyage personnel dans ce monde bizarre des centaines de composants qu'on met dans un boîtier pour les mettre à un poignet pour savoir l'heure qu'il est, alors qu'en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien, parce qu'on a tous un smartphone avec l'heure dessus, et que finalement, ça atteint un degré de précision qui ne rime pas au ridicule, parce que c'est très technique, mais qui est très éloigné de la réalité. Donc, moi, je suis un psychopathe du temps qui passe. C'est un truc qui me stresse. Un psychopathe du temps qui passe. Ah oui, c'est la seule chose qui me stresse. C'est le seul vrai luxe, c'est le temps. C'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Moi, je pensais que le seul vrai luxe, c'était l'accessoire, justement, que représente la montre. Et vous retournez un petit peu le sujet, et ça, j'adore. Il en est la concrétisation. La montre, c'est la concrétisation au poignet du temps qui passe, finalement. Et c'est ça que j'aime bien, cette image d'un objet qui nous rappelle que le temps passe. Et donc, c'est hyper philosophique, pardon. Oui, à la base, oui, mais c'est pour ça que je parle de psychopathie. C'est qu'à un moment, de toute façon, à quoi ça sert de se prendre la tête, excusez-moi du terme, avec quelque chose sur lequel on n'a pas d'influence. De toute façon, le temps passe, donc autant faire avec, mais autant le faire en beauté. Et c'est là où la montre remplit son rôle, c'est parce que c'est beau, une montre, tout simplement. C'est à la croisée, justement, de cet univers philosophique, de cette praticité qui découle de la fonction de cet objet, et de cette esthétique, finalement. Oui, c'est le reflet d'une époque aussi, souvent, le reflet d'une technique, parce que c'est très complexe à fabriquer. Ce que font les horlogers, c'est de la folie, tellement c'est compliqué. En fait, on dit parfois, c'est de l'orfèvrerie, c'est de l'horlogerie. Quand on parle de quelque chose de très minutieux, de très difficile. C'est très précis, c'est très précis. Mais ce qui est un peu paradoxal en horlogerie, c'est que vous allez inventer un problème, et après trouver la solution pour le résoudre. Ils prennent la chose à l'envers. C'est comment je vais faire entrer telle complexité, telle complication dans une montre de telle épaisseur pour la porter au poignet. Et après, vous allez passer 1, 2, 3, 4 ans à trouver la solution au problème que vous avez vous-même inventé. C'est quand même un monde un peu bizarre. C'est un monde particulier. Et puis, c'est un rapport au temps de passer... J'ai rencontré récemment un horloger qui a passé 3 ans sur la création d'une montre et 1 an à la monter tellement elle était complexe. Wow. Imaginez passer 4 ans de votre vie à fabriquer une montre. C'est phénoménal. Mais en même temps, vous avez aussi des choses toutes simples comme la Swatch. La Swatch des années 80-90, avec laquelle j'ai grandi personnellement, qui est une petite montre en plastique, à quartz, mais fabriquée en Suisse, Swiss made, et pas fabriquée en Asie, parce que c'était la grande époque. Et puis qui s'est imposé quand même comme quelque chose d'iconique, on a vu. Un truc cool, un accessoire de mode, il y en a pour toutes les couleurs, tous les styles, tout le monde a la sienne. Moi, j'en avais une quand j'étais étudiant, que j'ai racheté en faisant le livre, parce que j'ai retrouvé sur eBay à un prix civilisé. C'est-à-dire un prix civilisé 70 €, franchement, pour une montre qui datait de 94, donc, que j'ai amenée d'ailleurs. Ah, montrez-la nous. Ceci s'appelle une marmotte, c'est très particulier. Qu'est-ce que c'est une marmotte ? La marmotte, c'est une petite pochette qui se roule et dans laquelle on range ses montres. Parce qu'il y a un vocabulaire, comme tous les métiers. Oh, d'accord, ah oui, mais là, il y a des trésors. Vous rangez vos petites montres. Et par exemple, ça, c'est une petite Swatch qui date des années 90. Avec une fleur de lys ? Oui, toute mignonne, toute simple. Elle est incroyable. Est-ce qu'on la voit bien ? Mais ça vaut pas très cher. Et c'est ça que je voulais dire au travers de ce livre. Oui, vous vouliez aussi casser cette idée reçue selon laquelle une montre, il faut se couper un bras pour pouvoir se l'offrir. Oui, plus qu'un bras, même parfois. mais en fait, il y a eu toute une vague d'excès de rapport à l'argent dans l'horlogerie, parce qu'avec les crypto-monnaies, les gens qui ont placé leur investissement, les gens qui ont fait des gros bénéfices, ils se sont dit, je vais les réaliser. Donc, ils ont acheté des appartements, des voitures, des vins rares et des montres. Ils ont tous acheté les mêmes parce qu'ils vivent sur Instagram, apparemment. Donc, tout le monde porte la même montre dans ce monde bizarre. Ça, c'est dommage. Mais c'est dommage parce que c'est une faute de goût et c'est un manque d'imagination. Et puis, à quoi ça sert d'avoir tous la même chose ? Il n'y a aucune personnalité. J'adore quand on dit c'est une faute de goût, parce que du coup, ça nous ouvre un champ des possibles sur ce qu'est, finalement, le goût. C'est quoi, vous, votre goût ? Le goût, c'est la différence. Je pense qu'en fait, il faut voir la montre comme presque comme un accessoire de mode horloger, parce que c'est pas simplement un accessoire, mais plus comme un complément d'objet direct, pour faire un peu de français. J'adore. C'est-à-dire que vous avez un look, et avec lui, vous allez porter par exemple des bracelets comme vous pourriez porter une montre, mais ça va dire quelque chose de vous. Vous avez choisi la montre parce qu'elle vous ressemble, parce qu'elle raconte une histoire. J'étais tout à l'heure avec quelqu'un qui portait la montre de son papa. Moi, je porte au poignet la montre que mon épouse m'a offert pour nos fiançailles au siècle dernier, des années 50. Oui, j'allais dire, elle a un petit côté vintage. Oui, et puis là aussi, il y a du vocabulaire, parce qu'elle a ce qu'on appelle des cornes de vache. Donc les cornes, la partie qui relie le boîtier au bracelet, s'appelle des cornes de vache. Donc on peut raconter des histoires. Et donc celle-là, elle compte beaucoup pour vous, c'est un objet. Il n'y a pas plus grande valeur que la montre que mon épouse m'a offert ce jour-là, oui, évidemment. C'est joli ce que vous dites, c'est une jolie déclaration d'amour. Et vous l'avez dit, c'est aussi un baromètre de l'évolution des modes, des tendances, de ces marques qui, pour certaines, ont su se réinventer. Vous avez parlé de Swatch, j'imagine qu'il y en a d'autres. Bien sûr, et puis il y a d'abord eu les montres de poche, qui ont quasiment disparu, mais qui sont un petit peu revenus avec la série Peaky Blinders, ils sont revenus, et puis au dernier gala du Met, il y avait aussi un grand influenceur qui portait des dizaines de montres de poche sur son gilet. Ça devient aussi très esthétique, donc c'est assez amusant. Moi, je suis très fan des montres de poche, parce que c'est une élégance quasiment disparue. Il y a un côté un peu tyranné, non ? Et puis on la met dans la poche du gilet, en fait, donc c'est assez sympa, il y a une petite élégance, un petit peu old style, on va dire, c'est un peu dandy, donc ça j'aime bien. Qu'est-ce que vous avez dans votre
Ouais. Qu'est-ce que ça a dans sa poche, comme on dirait dans Seigneur des Anneaux? Mais écoutez, des choses toutes simples. Une petite montre des années 50 d'une marque française qui s'appelle Herbelin, Michel Herbelin. Michel Herbelin, elle est jolie. C'est la 3e génération aujourd'hui. Une montre comme ça, c'est quelques centaines d'euros. On peut trouver une montre fabriquée en France dans les années 50. Moi, j'aime beaucoup le bracelet. Pour un prix raisonnable. Oui, tout simple, tout fin, très léger. Je suis très sensible. Mais elle n'est pas plus féminine que masculine. Non, je trouve qu'en effet, elle est... Jadis, on portait des diamètres et des tailles de montre beaucoup plus petits au poignet, jusqu'aux années 80 à peu près. Après, elles ont grossi tout d'un coup, c'est l'époque du bling-bling. Et finalement, les hommes et les femmes avaient des montres assez raisonnables. Et on y revient à l'heure actuelle. Quand je rencontre des jeunes collectionneurs de montres vintage, ils vont tous acheter des montres années 50, 60, de petite taille, assez élégantes, qui leur parlent, qui vont dire quelque chose d'eux. Est-ce que vous êtes vous-même un collectionneur de montres vintage? Alors, comme je suis un collectionneur d'enfants, je suis d'abord un collectionneur de gérer mon budget familial de façon civilisée. Donc, collectionneur d'enfants, vous avez plus d'enfants que de montres? Moi j'ai 4 enfants, un petit-fils et bientôt 2 autres petits-enfants, donc il y a des priorités. Ah oui. J'ai fait passer la famille avant les montres. Avant les montres. Mais si on me laissait libre cours, ça serait dramatique. Donc il faut savoir aussi ne pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Oui, et ça c'est important, parce qu'en effet, on parlait de cet univers qui reste malgré tout assez élitiste. Vous l'avez dit, je disais qu'il faut se couper un bras parfois pour s'acheter certainement. Il y en a qui sont à des prix mais absolument stratosphériques. C'est quoi aujourd'hui la montre la plus chère du marché? Oh, la plus chère du marché, ça n'existe pas. Comme elle peut être entièrement sertie et faite par une grande maison, elle peut coûter des millions. J'étais il y a quelques semaines à couvrir pour le Figaro le salon de l'horlogerie annuel qui s'appelle Watches and Wonders. C'était en Suisse, non? En Suisse, à Genève, comme chaque année. Et il y a des pièces qui valent des millions parce qu'elles sont magnifiquement complexes et délicates et serties. Et serties, oui. Mais après, vous avez des pièces plus abordables. Ça commençait, le salon allait de 1800 €. 1800 francs suisses, parce qu'on était en Suisse, attention, c'est pas de l'euro, jusqu'à 20 millions à peu près. Ah, mais après, il n'y a pas de limite. La limite, c'est ce que les gens veulent dépenser ou investir, parce que c'est aussi un bon placement finalement pour certains. Même une montre raisonnable peut gagner en prix assez facilement. C'est tout simple. On continue à nous montrer un peu ce que vous avez... J'ai une toute petite montre toute mignonne que j'avais achetée pour un article du Figaro, justement. C'est Mickey Mouse. C'est Mickey sur une montre Seiko des années 70. C'est génial. À l'époque où ils avaient fait un parc Disney là-bas au Japon. Et ça, je l'avais acheté sur Twitter pour voir si on pouvait acheter une montre sur Twitter sans se faire arnaquer. Oui, on peut. Et à l'époque, je l'avais acheté 200 €. Et combien elle vaut aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'elle peut valoir le double ou le triple. Vous voyez, ah oui, donc c'est un vrai produit. Finalement, c'est aussi un placement. Mais surtout, ça veut dire qu'on peut s'acheter une très jolie montre très personnelle pour un prix tout à fait raisonnable et après la garder. Là, on dirait qu'elle était fabriquée hier. C'est vrai alors vous devez les conserver avec beaucoup d'amour, non? J'essaie d'en prendre soin. Oui, j'essaie d'en prendre soin. Celle-là, elle m'intrigue avec ce bracelet rouge. Le bracelet, je l'ai remis dessus. Mais ça, c'est juste pour dire qu'il faut toujours fouiner un peu. J'étais sur une brocante à côté de chez moi. C'est une montre française. Une marque qui s'appelle Thermidor, parce que beaucoup de montres ont disparu dans les années 70 quand le quartz japonais est arrivé. Des centaines de marques ont disparu, balayées par la... On dirait un bijou. Oui. Et en fait, c'est un mouvement qui a été fait en France. La montre a été faite à Besançon. La marque a disparu dans les années 70. Je l'ai quand même acheté à 1 € dans une brocante. Non, vous moquez. Non, mais c'est génial. J'ai remis un bracelet dessus, je l'ai nettoyé. Et là, vous avez une montre française qui a un demi-siècle pour 1 €. Exceptionnel. Mais la marque n'est pas connue du tout. C'est aussi l'hypnose de la marque aujourd'hui. Il faut toujours acheter Vous combattez ça ou justement vous prêtez au jeu et vous regardez tout d'un œil curieux? Comme Cartier, Omega, Breitling, Rolex, évidemment. On suit, hein. C'est des superbes montres, de très bonne qualité, aussi des très bons placements, mais le prix n'est pas le même à l'achat. À quoi est-ce qu'on doit être vigilant alors quand on a envie de s'y intéresser, quand on s'achète donc le guide des montres vintage pour savoir dans quel sens il faut aller, à quoi est-ce qu'on doit être vigilant? Comment est-ce qu'on se renseigne? Je pense qu'il faut d'abord se dire qu'on va se faire plaisir. C'est pas essentiel, donc il ne faut pas se mettre la pression. Il faut acheter une chose qu'on aime et qui nous plaît, qu'éventuellement on a envie de garder pour la donner à nos enfants plus tard, parce que les montres, ça traverse les générations. De la transmission, hein. Et la génération suivante, ça deviendra une montre de famille, finalement, comme un bijou de famille, c'est magnifique. Donc pensez qu'on peut la garder, pas penser revente. Et puis après, c'est aussi se méfier, en tout cas pour les marques plus connues, des trop belles affaires. Les bonnes affaires, ça n'existe pas. Sinon, les gens qui vendent ces montres, ils les vendent dans la première boutique de seconde main, comme on dit aujourd'hui, ce qui est un grand marché de la montre d'occasion, qui est la seconde main. Et si elle était si peu chère, elle serait déjà vendue. Donc à un moment, les trop bonnes affaires sur Internet notamment, c'est un piège. Il y a anguille sous roche, comme on dit. Il faut juste réfléchir. Pourquoi est-ce qu'ils iraient vous la proposer, je ne sais pas, à 3 000 € alors qu'elle en vaut 10, alors que la personne, elle fait 2 mètres, elle va dans une boutique et elle la revend 8. Ouais, on comprend qu'il y a quelque chose qui se trame. Mais après, on peut se faire plaisir. J'ai amené une petite chose très particulière. On a 40 secondes, précisément. Ça, c'est la reproduction de la montre du général de Gaulle. C'est pas vrai? Si, c'est une réédition de la montre que portait le général de Gaulle. L'original s'est vendu plusieurs centaines de milliers d'euros il n'y a pas très longtemps. Une LIP, donc faite à Besançon à l'époque. Elle est extraordinaire, hein.
Et ce que j'ai une grande passion, c'est les montres françaises. C'est bien les montres. Parce qu'on va faire un gros plan. Voilà, la Suisse, c'est superbe, c'est le pays des montres. Le Japon est le second pays des montres. Mais jadis, il y avait aussi la France qui revient un peu en force. Et on peut acheter aussi des montres qui créent des emplois ici. Et ça, j'aime bien. Et ça, vous aimez. Créer de l'emploi en France, c'est savoir-faire, évidemment, que vous valorisez énormément, et évidemment, dans ce guide des montres vintage. Merci beaucoup, Judith Calirel, et merci pour cette passion foisonnante et communicative. C'était un vrai bonheur de vous avoir dans Bienvenue en Ile-de-France pour, je le remonte, le guide des montres vintage. Merci beaucoup. Demain, vous retrouvez Timothée Delem. Vendredi, si je ne dis pas de bêtises, vous retrouvez Damien Canivez. Et moi, je vous retrouve très très vite dans Bienvenue en Ile-de-France. Je vous souhaite une très belle soirée.